Je me souviens encore de la première fois où j'ai senti que quelque chose n'allait pas chez lui. Au début, tout semblait parfait, presque trop beau pour être vrai. Marc était attentionné, protecteur, toujours présent. Il me disait que j'étais tout pour lui, qu'il ne pourrait jamais vivre sans moi. Ça m'a flatté, je dois l'avouer. Mais avec le temps, cette attention s'est transformée en quelque chose de plus sombre, presque suffocant. Il voulait savoir où j'étais à chaque instant, qui j'avais vu, à qui j'avais parlé. Il vérifiait constamment mon téléphone, posait des questions sur chaque message, chaque appel manqué. Je pensais que c'était juste une forme d'amour intense, un excès de passion. Mais petit à petit, je me suis senti piégé. Il devenait jaloux pour un rien, créant des scènes pour des détails insignifiants. Un jour, il m'a fait une crise parce que je n'avais pas répondu à ses messages pendant une réunion de travail. Il disait que c'était une preuve que je ne l'aimais plus, que je le trahissais. J'étais fatigué, épuisé de justifier chacun de mes gestes, de marcher sur des œufs en permanence. Le jour où j'ai décidé de mettre fin à cette relation, ça n'a pas été facile. Marc ne l'a pas accepté. Il m'a supplié, pleuré, promis de changer. Mais je savais, au fond de moi, que c'était terminé. J'ai pris la décision de le bloquer partout, sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone. J'ai même déménagé dans une autre ville pour recommencer, loin de lui. Je pensais que ce cauchemar était enfin derrière moi. Mais j'étais loin d'imaginer que ce n'était que le début. Les premiers jours dans ma nouvelle maison ont été étrangement calmes. Je me sentais enfin libre, libéré du poids constant de sa surveillance. L'idée de recommencer ailleurs, dans une ville où personne ne me connaissait, m'apportait un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'était une petite maison charmante, rien de trop grand, juste assez pour moi. J'avais pris soin de la rendre accueillante, décorée à mon goût, et je pensais que ce serait le début d'une nouvelle vie. Mais rapidement, des choses étranges ont commencé à se produire. Au début, c'était presque insignifiant. Une tasse que j'étais sûr d'avoir laissée sur la table se retrouvait dans l'évier. Mon livre préféré, que je laissais toujours sur la table de chevet, apparaissait sur l'étagère. Je me disais que j'étais simplement distraite, que c'était le stress du déménagement et de tout ce que j'avais traversé. Puis, les événements sont devenus plus troublants. Un matin, je me suis levé et la porte de mon placard était grande ouverte. Je l'avais fermée la veille, j'en étais certaine. Une autre fois, en rentrant du travail, j'ai trouvé toutes les chaises de la cuisine déplacées, comme si quelqu'un avait fait le tour de la maison en mon absence. Je vivais seul, personne n'avait accès à cette maison. À chaque fois, j'essayais de trouver une explication rationnelle. Peut-être que je devenais paranoïaque à cause de mon passé avec Marc. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que quelque chose n'allait pas. Que quelqu'un ou quelque chose jouait avec moi. J'ai commencé à me sentir épié comme si, même seul, je n'étais jamais vraiment seul dans cette maison. Une nuit, tout a basculé. Il était tard, je dormais profondément quand un bruit m'a réveillé. Un murmure, presque imperceptible, mais pourtant si clair. C'était mon nom. Quelqu'un murmurait mon nom dans l'obscurité de ma chambre. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai tendu l'oreille, espérant que c'était mon imagination, que c'était juste le vent ou un rêve. Mais non, c'était bien réel. Une voix douce, presque familière, répétait doucement « Sophie, Sophie ». Je me suis assise dans mon lit, pétrifiée, scrutant la pièce dans l'obscurité. Rien. Tout semblait en place. Pourtant, cette sensation d'être observé était plus forte que jamais. Je n'osais plus bouger. La seule lumière provenait d'un faible rayon de lune qui traversait les rideaux. Je suis restée assise là pendant ce qui m'a semblé être une éternité, écoutant chaque bruit, chaque craquement de la maison. Finalement, je me suis décidé à me lever. Mes pieds étaient froids contre le sol, mes mains tremblaient. J'ai inspecté chaque recoin de la chambre, vérifié la porte, les fenêtres, tout était fermé à clé comme je l'avais laissé avant de me coucher. Mais en revenant vers mon lit, mon regard s'est figé. Il y avait quelque chose sur les draps, juste à l'endroit où je dormais. Un petit bout de papier, plié en deux, que je n'avais certainement pas laissé là. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. Les mots griffonnés sur le papier m'ont glacé le sang. Je ne suis jamais parti.
C'était lui. Je le savais. Ce message, cette écriture, c'était la sienne. Tout s'est effondré autour de moi. Il était là, quelque part. Peut-être même dans la maison, à m'observer depuis des jours. Le lendemain matin, après une nuit blanche passée à trembler sous mes couvertures, j'ai pris la décision d'inspecter chaque centimètre de la maison. Je ne pouvais plus ignorer les signes. Quelque chose se passait ici et je devais comprendre quoi. Armé d'un vieux tournevis, comme si cela pouvait vraiment me protéger. J'ai commencé à chercher des indices, des preuves de son intrusion. Chaque placard, chaque recoin, chaque pièce, rien ne semblait anormal. Pourtant la sensation d'être épié ne me quittait pas. Puis, mon regard s'est porté vers le plafond. Le petit accès au grenier, un simple panneau de bois que je n'avais jamais pensé à vérifier depuis mon arrivée. Une sueur froide a parcouru mon dos. Je savais qu'il y avait un grenier, mais je n'avais jamais ressenti le besoin d'y monter, pensant que c'était un espace inutile. Pourtant, à ce moment précis, c'était comme si le panneau me narguait, me défiant de l'ouvrir. Je me suis approché lentement, tendant la main pour attraper la ficelle qui pendait légèrement du panneau. En la tirant, le panneau s'est ouvert avec un grincement sinistre, révélant une échelle pliante. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je devais monter, mais chaque fibre de mon être me criait de ne pas le faire. À la lumière de la petite lampe de poche que j'avais prise, je suis monté, mes pieds hésitants sur les marches. Le grenier était sombre, poussiéreux, avec des boîtes anciennes empilées çà et là. Mais ce n'est pas ce qui a attiré mon attention. Au fond, dans un coin, il y avait un matelas sale, des vêtements pliés et, pire encore, des emballages de nourriture. Quelqu'un avait vécu ici. Le choc m'a presque fait tomber de l'échelle. Il était là, caché au-dessus de moi, à me surveiller jour après jour dans le silence de la nuit. Il avait fait des copies de mes clés, il s'était introduit chez moi, et il vivait dans mon propre grenier sans que je ne m'en rende compte. J'ai redescendu l'échelle en courant, tremblante, et appelé la police immédiatement. Quand ils sont arrivés, ils ont fouillé le grenier et, à ma grande horreur, ont confirmé mes pires craintes. Mon ex était là, caché, vivant dans ma maison. Ils l'ont arrêté sur le champ, mais ce sentiment d'invasion, d'être trahi dans mon propre espace, ne me quittera jamais. Même après son arrestation, je ne me sentais pas en sécurité. Il était derrière les barreaux, mais le traumatisme restait bien vivant. Chaque nuit, je revivais ces moments de terreur. Je me réveillais en sursaut, convaincu d'entendre encore des pas dans le grenier, ou le murmure de mon nom dans le noir. Mon propre foyer, ce lieu qui devait être un refuge, était devenu une prison mentale. Je ne pouvais plus rester là sans être assailli par des souvenirs douloureux, sans imaginer que, d'une manière ou d'une autre, il reviendrait. La police m'a assuré que les serrures avaient été changées, que je n'avais plus rien à craindre. Mais comment expliquer cette peur qui me dévorait de l'intérieur? Chaque craquement de la maison me semblait suspect, chaque ombre une menace. J'ai commencé à dormir avec toutes les lumières allumées, à vérifier compulsivement chaque pièce avant de me coucher. Je savais que c'était irrationnel, que je ne risquais plus rien. Mais la peur s'était enracinée en moi. Les mois ont passé, mais la blessure psychologique, elle, restait béante. Même après avoir déménagé une nouvelle fois dans une autre ville, loin de tout ce qui me rappelait cette expérience, je n'ai jamais retrouvé la tranquillité d'esprit. Il avait réussi à me briser d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je savais qu'il ne reviendrait pas physiquement, mais mentalement, il ne m'avait jamais quitté. Ce genre de cicatrice, on ne s'en débarrasse pas. Quand j'ai enfin pris la décision de quitter Julien, c'était comme si un poids immense avait été soulevé de mes épaules. Pendant des années, j'avais supporté ses crises de colère, ses manipulations et ses remarques dégradantes. Il m'avait isolé de mes amis, de ma famille, et je m'étais perdu dans cette relation toxique. Mais il était mort maintenant, emporté par un accident de voiture brutal. Et malgré la tristesse que cela aurait dû provoquer, je ne ressentais qu'un étrange soulagement. La maison dans laquelle je venais d'emménager était modeste, mais elle était à moi. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais me sentir libre. C'était une petite maison en périphérie de la ville, entourée de champs et de silence. Un endroit parfait pour se reconstruire, pour laisser le passé derrière moi.
Je me souviens de mon premier jour dans cette maison. Le soleil baignait les pièces d'une douce lumière dorée, et je m'étais amusé à organiser chaque détail. Chaque objet avait une nouvelle place, et l'absence totale de tout ce qui me rappelait Julien m'apportait une forme de réconfort. Il n'y avait rien ici qui me ramenait à lui. Pas de meubles communs, pas de photos, rien qui puisse raviver les souvenirs douloureux. Je me persuadais que c'était le signe d'un nouveau départ, le symbole d'une vie à reconstruire sans son ombre pesante. La première nuit, en revanche, m'a semblé étrange. Le silence, si apaisant de jour, était devenu assourdissant une fois le soleil couché. J'avais du mal à m'endormir, le bruit lointain des branches contre les fenêtres, le craquement des vieux murs. Je savais que c'était normal dans une maison ancienne, mais une part de moi, probablement encore marquée par des années de stress, ne pouvait s'empêcher de rester alerte. Pourtant, malgré l'inconfort, je m'étais endormi en me promettant que ce n'était qu'une question d'habitude. C'était un nouveau départ. Je devais y croire. Les jours passaient, et je commençais à m'habituer à ma nouvelle vie, mais quelque chose d'étrange se produisait peu à peu. La première fois que j'ai entendu les pas dans le couloir, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Je pensais que c'était juste mon imagination, un effet du stress accumulé après tout ce que j'avais traversé. Mais, les nuits suivantes, le phénomène s'est répété. Chaque nuit, vers 2 heures du matin, j'entendais ces bruits. Ce n'étaient pas des bruits de la maison qui se posaient ou qui craquaient, mais des pas réels, doux et furtifs, comme si quelqu'un se déplaçait lentement dans l'obscurité. Je me levais, le souffle court, et j'allumais la lumière du couloir, mais il n'y avait personne. La lumière éclairait des murs nus, vides de tout souvenir, mais l'angoisse restait palpable. Parfois, je ressentais une présence, comme si quelqu'un me regardait. J'essayais de rationaliser mes peurs. Après tout, j'avais vécu des années de manipulation psychologique avec Julien. Peut-être que c'était juste des souvenirs de ce que j'avais vécu qui résonnaient encore dans ma tête. Je décidai alors de ne pas me laisser submerger par la peur. Mais le silence de la maison était souvent troublé par ce sentiment étrange. Comme si les murs murmuraient des secrets oubliés. Je commençais à éviter certaines pièces, m'enfermant dans ma chambre où je pensais être en sécurité. Chaque fois que je fermais les yeux, je priais pour que ces bruits ne soient que le fruit de mon imagination. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que quelque chose n'allait pas. Les jours passaient et l'anxiété grandissait. Je ne pouvais plus ignorer les bruits. Ils avaient pris une forme bien plus inquiétante. Les pas, maintenant, semblaient venir de derrière moi. Chaque fois que je tournais la tête, je ne voyais rien. Mais je sentais une tension dans l'air, comme si quelque chose était prêt à se manifester. Je commençais à me demander si je n'avais pas emporté avec moi une partie de mon passé, une ombre que je n'avais pas encore réussi à chasser. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée de travail, je suis tombé sur quelque chose d'inexplicable. En ouvrant la porte de ma maison, une sensation glaciale m'a parcouru le dos. Je l'ai ignoré, croyant que c'était simplement l'air frais de l'automne. Cependant, alors que je me dirigeais vers la cuisine, quelque chose a attiré mon attention. Une photo était posée sur le sol, face cachée. En me penchant pour la ramasser, un frisson d'angoisse m'a traversé. La photo montrait Julien, son sourire arrogant figé dans le temps. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Comment cette image avait-elle pu atterrir ici? Je n'avais rien amené de son passé, rien qui puisse le relier à cet endroit. Je l'ai retourné, mais il n'y avait rien d'écrit au dos, aucune explication. J'ai senti une boule au ventre, comme si ce souvenir, bien qu'ancien, venait de me hanter à nouveau. Les jours suivants, des photos ont continué à apparaître, chacune d'elles plus dérangeante que la précédente. Une fois, j'en ai trouvé une sur la table de la salle à manger, une autre dans le tiroir de ma commode. Une fois, alors que je prenais une douche, j'ai aperçu une image de lui sur le miroir, comme si elle avait été tracée à la vapeur de l'eau. Les événements devenaient de plus en plus étranges, et chaque nouvelle photo me plongeait un peu plus dans la terreur. C'était comme si Julien refusait de me laisser partir, comme s'il était toujours là, prêt à me rappeler son existence à chaque instant. Je commençais à questionner ma santé mentale. J'en parlais à mes amis,
mais il balayait mes inquiétudes d'un geste, pensant que c'était juste le stress. Pourtant, au fond de moi, je savais que quelque chose de sinistre se tramait. Une nuit, en cherchant un moment de répit dans ma chambre, j'ai trouvé une autre photo sous mon oreiller, cette fois-ci prise à mon insu. Je me voyais, assis sur mon lit, l'air fatigué, mais surtout, j'avais l'air vulnérable, presque en proie à la peur. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Je ne pouvais plus ignorer ces manifestations. Ce n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des avertissements. Je savais que je devais agir, que je ne pouvais pas vivre dans cette peur constante. La présence de Julien, même après sa mort, était devenue un cauchemar dont je ne pouvais pas m'éveiller. C'était décidé, je devais comprendre ce qui se passait vraiment. Dans ma quête de réponse, j'ai décidé de consulter un spécialiste des phénomènes paranormaux. Une décision que j'hésitais à prendre au départ. Après avoir cherché des témoignages en ligne, j'ai pris contact avec une femme nommée Claire, réputée pour son approche douce et rassurante. Elle a convenu de venir chez moi un soir, et j'espérais qu'elle pourrait m'aider à comprendre les mystères qui s'étaient emparés de ma nouvelle maison. Lorsque Claire est arrivée, une ambiance apaisante émanait d'elle. Elle a parcouru les pièces avec un regard attentif, prenant note de chaque détail, comme si elle pouvait sentir des choses que je ne pouvais pas. Je lui ai expliqué mes expériences, lui montrant les photos qui apparaissaient sans raison. Son visage s'est assombri en entendant mon récit. Elle m'a écouté avec attention, mais je pouvais voir qu'elle prenait mes mots très au sérieux. Après une inspection minutieuse, Claire a commencé à mettre en place un cercle de protection dans le salon. Elle a allumé des bougies et utilisé des cristaux qu'elle avait apportés. Pendant qu'elle faisait cela, j'ai ressenti une vague de calme, comme si l'atmosphère s'allégeait. Puis, elle a commencé à faire un rituel d'invocation, appelant les énergies présentes dans la maison à se manifester. C'est alors que les choses ont pris une tournure inquiétante. Claire a fermé les yeux et a commencé à murmurer des paroles envoûtantes. Soudain, une présence pesante s'est fait sentir, et les lumières ont vacillé. J'ai regardé autour de moi, l'angoisse montant en moi. Elle a commencé à parler, révélant des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. « Il y a une âme ici » a-t-elle dit d'une voix calme, « une âme qui est restée ancrée à ce lieu. Elle est liée à vous d'une manière très sombre. » Elle a expliqué que Julien, avant de mourir, avait pratiqué un rituel pour essayer de garder son emprise sur moi, même au-delà de la mort. Une colère et un désespoir tel que sa dernière volonté avait été de ne pas me laisser partir. Je me suis figé, choqué par cette révélation. Cela expliquait tout, les photos, les bruits, cette sensation d'être observé. Claire a insisté sur le fait que la seule façon de se libérer de cette emprise était de détruire tous les objets personnels qui lui avaient appartenu. Mon cœur s'est serré à cette pensée. Il y avait encore quelques affaires de Julien que j'avais gardées, des souvenirs que je pensais avoir laissés derrière moi. Je devais les retrouver et les détruire, sinon je resterais prisonnière de son ombre. La tension dans la pièce était palpable. Je savais que j'étais à un tournant, que je devais affronter ce que j'avais tenté de fuir pendant si longtemps. Claire m'a assuré que j'étais capable de surmonter cela. Mais il fallait agir rapidement. Je prenais conscience que l'heure était venue de reprendre le contrôle de ma vie, d'affronter ce passé que je pensais enterrer. La nuit suivante, après la visite de Claire, j'étais déterminé à affronter mes peurs et à mettre fin à cette emprise que Julien avait sur moi. J'avais passé des heures à fouiller dans mes affaires, rassemblant les derniers objets qui lui appartenaient. Un vieux t-shirt, une montre qu'il avait laissée chez moi, et une lettre qu'il m'avait écrite, pleine de promesses brisées. Chacune de ces choses était comme un poids lourd, me tirant vers le bas, et je savais que je ne pouvais plus les supporter. Je me suis préparé à réaliser le rituel de destruction. En me tenant dans ma cour sous le ciel étoilé, une partie de moi se sentait nerveuse. Je savais que je ne faisais pas que brûler des objets, mais que je libérais aussi une partie de moi-même. J'ai allumé un petit feu dans un récipient en métal, le cœur battant, l'angoisse s'emparant de moi alors que je tenais le t-shirt enflammé. Au fur et à mesure que les flammes léchaient le tissu, une série de souvenirs sont revenus à moi. Les disputes,
les moments de bonheur éphémères, et surtout, la douleur. Le t-shirt s'est consumé lentement, et j'ai pu sentir un poids se lever. J'ai répété le même processus avec la montre, et chaque crépitement du feu semblait dissiper une partie de l'énergie sombre qui pesait sur moi. Enfin, il restait la lettre. En l'ouvrant pour la première fois depuis des mois, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup souffert en essayant de comprendre ces mots. Au lieu de me renforcer, il m'avait fait douter de moi-même. Alors que je brûlais la lettre, je prononçais silencieusement une promesse, celle de ne jamais laisser son ombre influencer ma vie à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une brise froide a balayé la cour, éteignant temporairement le feu. J'ai eu un frisson et j'ai levé les yeux, comme si quelqu'un m'observait. J'ai regardé autour de moi, mais la cour était vide. Pourtant, l'air était chargé d'une tension inexplicable. Je me suis ressaisi et j'ai rallumé le feu, déterminé à ne pas laisser la peur prendre le dessus. En voyant les flammes reprendre vie, une sensation de libération m'a envahi. Je savais que j'étais en train de clore un chapitre de ma vie, de m'affranchir d'un poids qui me paralysait depuis trop longtemps. Au fur et à mesure que les objets se transformaient en cendres, je ressentais une lumière croissante en moi. Une force que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était la promesse d'un nouveau départ, libre de l'ombre de Julien. Quand le feu s'est finalement éteint, je suis rentré à l'intérieur, le cœur léger, prêt à affronter un avenir sans son emprise. Mais alors que je fermais la porte, une pensée me frappa. Même si je m'étais débarrassé des objets, l'empreinte de son existence pouvait encore être là. Je savais qu'il me faudrait rester vigilante, mais pour la première fois, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Je m'appelle Claire, j'ai 32 ans et depuis quelques années, ma vie est plutôt stable. Après des relations tumultueuses, dont celle avec Antoine, mon ex, j'ai enfin trouvé un certain équilibre. Antoine, cela fait déjà 3 ans qu'il est mort, dans ce tragique accident de voiture, peu après que nous ayons rompu. Je n'y pense plus souvent, mais parfois son visage me revient en mémoire, surtout la nuit, lorsque tout est silencieux et que mon esprit dérive. Tout a commencé il y a 2 semaines. Une nuit comme les autres, je me suis réveillé en sursaut, mon téléphone vibrant sur la table de chevet. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à l'écran, les chiffres lumineux indiquant 2h13 du matin. C'était un numéro inconnu. À moitié endormi, j'ai hésité avant de répondre. À l'autre bout du fil, il n'y avait qu'un silence pesant, ponctué par des sons étranges, comme des sifflements ou des respirations très légères. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai raccroché, pensant à un appel accidentel. Mais les appels ont continué, chaque nuit à la même heure, et toujours la même absence de voix, seulement ces bruits indistincts. Quelque chose dans ces sons me dérangeait profondément. Une nuit, alors que je m'apprêtais à raccrocher, j'ai entendu un mot, ou plutôt un murmure à peine audible. Mon cœur s'est arrêté. Je croyais avoir reconnu cette voix. Antoine. C'était impossible. Il était mort. Le lendemain, j'ai tenté de me convaincre que mon esprit me jouait des tours. Le stress, la fatigue, tout cela pouvait expliquer ces hallucinations auditives. N'est-ce pas? Pourtant, chaque nouvelle nuit me ramenait à ces sons familiers, à ce murmure qui semblait vouloir me dire quelque chose, sans jamais être assez clair pour que je comprenne. Les appels ont rapidement pris une tournure plus inquiétante. Ce n'était plus seulement une fois de temps en temps, mais chaque nuit, exactement à 2h13. Le téléphone vibrait, me tirant brusquement du sommeil, et à chaque fois, j'hésitais à décrocher, mais quelque chose, une sorte de curiosité morbide, m'obligeait à le faire. La voix devenait plus distincte à chaque appel, mais toujours aussi floue, comme si elle venait de très loin à travers une épaisse brume. Je ne comprenais jamais tout ce qui était dit, mais certains mots commençaient à percer ce voile. Regret. Foi. Reviens. Je ne pouvais plus ignorer le malaise grandissant. Mon cœur battait plus vite chaque fois que je voyais le téléphone s'allumer en pleine nuit. Je savais que c'était lui. J'avais reconnu sa voix, même si cela me semblait totalement irrationnel. Antoine était mort. Comment cela pouvait-il être possible? J'ai même envisagé l'idée que quelqu'un se moquait de moi, utilisant sa voix d'une manière ou d'une autre. Mais qui aurait pu faire cela? Et pourquoi?
C'était pas le genre de blague que l'on fait. Un soir, alors que je tentais désespérément de ne pas répondre, le téléphone a vibré de manière incessante. Je l'ai finalement attrapé, mes mains tremblant, et avant même de dire quoi que ce soit, la voix s'est faite plus nette, presque accusatrice. « Tu m'as abandonné. » Mon souffle s'est coupé. C'était lui, j'en étais certaine. Cette nuit-là, après cet appel glaçant, je savais que je ne pouvais plus rester sans rien faire. Il fallait que je comprenne. J'ai pris une décision impulsive, mais nécessaire. Je devais retourner à l'endroit où tout avait commencé, à la maison d'Antoine. Elle était vide depuis sa mort, personne n'y vivait, et je n'avais jamais eu le courage d'y retourner. Mais maintenant, c'était la seule piste que j'avais. Peut-être que sur place, je trouverais des réponses. En arrivant devant l'ancienne maison, un frisson glacé m'a parcouru le corps. Elle se tenait là, comme figée dans le temps, à moitié recouverte par les mauvaises herbes et les feuilles mortes. Les volets étaient fermés, et la lumière blafarde d'un lampadaire projetait des ombres inquiétantes sur la façade décrépite. Je me suis avancé lentement, mon cœur battant à tout rompre. En m'approchant de la porte, j'ai hésité, mon regard se posant sur les fenêtres obscures, comme si quelque chose, ou quelqu'un, pouvait m'observer de l'intérieur. J'ai frappé à la porte, comme si j'attendais une réponse de l'au-delà. Rien. Finalement, j'ai tourné la poignée et à ma grande surprise, la porte s'est ouverte avec un grincement sinistre. L'intérieur était encore plus sombre que je l'avais imaginé. Une odeur de renfermé et de poussière emplissait l'air. Je me suis aventuré dans le couloir, allumant la lampe de mon téléphone pour y voir plus clair. Chaque pas résonnait sur le parquet, amplifiant mon malaise. C'est alors que j'ai remarqué des objets personnels qui ne devraient pas être là. Des affaires qui n'appartenaient pas à Antoine. Il y avait des vêtements féminins, des bijoux, des carnets. J'ai pris l'un de ces carnets et les feuilleté. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai lu les premières lignes. C'était le journal intime d'une femme, une de ses ex. Elle parlait des appels qu'elle avait commencé à recevoir, exactement comme moi. Elle décrivait la voix d'Antoine, ses murmures incompréhensibles et sa descente dans la folie à cause de ses appels incessants. Je me suis senti prise au piège. Ce n'était pas juste une mauvaise blague. D'autres femmes avaient vécu la même chose. Et elles avaient disparu. À ce stade, la peur s'était transformée en une terreur viscérale. J'avais entre mes mains la preuve que je n'étais pas folle. Ce journal intime appartenait à une de ses ex-compagnes, et tout ce qu'elle décrivait correspondait parfaitement à ce que je vivais. Pourtant, une angoisse bien plus profonde me rongeait. Qu'était-il arrivé à ces femmes? Pourquoi avaient-elles disparu? Et surtout, pourquoi moi, maintenant? Je me précipitais à l'extérieur de la maison, haletante, le journal toujours serré contre ma poitrine. Il fallait que je trouve de l'aide, que je parle à quelqu'un. Mais à qui pourrais-je expliquer que mon ex-mort m'appelait depuis l'au-delà? J'étais déjà sur le point de perdre pied, mais j'avais besoin de réponses. Je tentais de contacter une amie proche, mais personne ne semblait croire à mes histoires. Ils mettaient ça sur le compte du stress, de la fatigue ou même du deuil que, selon eux, je n'aurais jamais vraiment surmonté. Les nuits suivantes furent insupportables. Les appels continuèrent, mais cette fois, c'était différent. Antoine ne se contentait plus de murmurer des mots sans queue ni tête. Non, maintenant il s'adressait directement à moi. « Claire, je t'attends », disait-il dans cette voix rauque et lente qui me glaçait le sang. Chaque appel semblait me rapprocher un peu plus du gouffre, de ce point de non-retour où toutes les disparues avaient sombré avant moi. J'essayais de contacter les autorités, de leur montrer le journal que j'avais trouvé, de leur expliquer les appels, mais sans preuve tangible, ils me prirent pour une femme dérangée, encore traumatisée par la mort de son ancien compagnon. Le sentiment d'isolement devint écrasant. À chaque instant, je sentais une présence, une ombre invisible qui semblait rôder autour de moi. Parfois, je percevais des bruits étranges chez moi, des craquements, des grincements, comme si quelqu'un ou quelque chose se trouvait là dans l'obscurité, à m'observer. Puis, une nuit, alors que je m'apprêtais à décrocher l'appel comme d'habitude, je l'entendis distinctement pour la première fois. Sa voix n'était plus qu'un murmure, mais une déclaration glaçante. « Tu es la prochaine. » Mon corps tout entier se figea, et une vague de terreur me submergea.
Après cette dernière phrase, « Tu es la prochaine », tout a changé. Ce n'était plus simplement des appels menaçants au milieu de la nuit. C'était un compte à rebours. Chaque minute, chaque seconde qui passait, je sentais la présence d'Antoine se rapprocher de moi, comme s'il traquait son moment pour me prendre, tout comme il avait pris les autres avant moi. Je n'étais plus en sécurité, ni chez moi, ni ailleurs. Le sentiment d'être observé, suivi, s'intensifiait. Les jours suivants, j'ai essayé de fuir. Je suis parti de chez moi, j'ai pris une chambre d'hôtel dans une ville voisine, pensant pouvoir échapper à cette malédiction. Mais ça n'a rien changé. À 2h13, mon téléphone vibrait toujours, peu importe où je me trouvais. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, je décidai de ne pas répondre. Je restais sous mes couvertures, tremblante, les larmes aux yeux, priant pour que ce cauchemar s'arrête. Mais le téléphone vibrait encore et encore, comme s'il attendait que je cède, et finalement j'ai décroché. Cette fois, ce n'était pas sa voix qui me glaça le sang, mais un silence oppressant, terrifiant. J'écoutais, paralysé, et puis un faible bruit, un souffle ou un pas. Je réalisais que le bruit ne venait pas du téléphone. Il venait de ma chambre. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Lentement, sans bouger de mon lit, j'osais jeter un coup d'œil vers la porte de la salle de bain, légèrement entrebâillée. Et là, dans l'ombre, je vis une silhouette. Antoine, debout, me regardant. Mon cri resta coincé dans ma gorge et tout devint flou. Les lumières vacillèrent et mon téléphone tomba de ma main. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je n'ouvre les yeux à nouveau, mais la silhouette avait disparu, laissant derrière elle un silence mortel. Depuis cette nuit, tout a basculé. J'ai cessé de fuir. Je savais que c'était inutile. Antoine m'avait trouvé, et tôt ou tard, il reviendrait pour finir ce qu'il avait commencé. Je me suis retrouvé à errer, à disparaître peu à peu du monde des vivants, exactement comme les autres. Et maintenant que j'écris ces lignes, je sais que c'est la dernière chose que je ferai avant qu'il ne vienne me chercher définitivement. Si vous lisez ceci, sachez que ce n'est pas une histoire de fantôme ordinaire. Quand vous entendez la voix de quelqu'un que vous avez perdu, ne répondez jamais. Parce que si vous le faites, vous finirez par disparaître aussi. Tout a commencé après ma rupture. Une rupture douloureuse, longue, comme si je m'effondrais de l'intérieur. Nous avions partagé tant de choses, mais quand tout s'est terminé, j'ai senti que je devais effacer chaque trace de lui. C'était la seule manière de me libérer, de respirer à nouveau. Alors j'ai décidé de faire un grand ménage. Toutes les photos, les lettres, les petits objets qu'il m'avait donnés, tout devait disparaître. J'avais besoin de me défaire de ces souvenirs qui pesaient sur ma poitrine comme une enclume. Parmi ces objets, il y avait ce stupide ours en peluche. Il me l'avait offert au début de notre relation, lors d'une de nos premières sorties. Je me souviens encore de ce moment, comme si c'était hier. Il me l'avait donné avec un grand sourire, me disant que c'était pour que je pense toujours à lui. Pendant un temps, ce geste m'avait paru doux, presque enfantin. Mais désormais, il représentait tout ce que je voulais fuir. Je n'avais plus envie de penser à lui, et encore moins de garder cet ours. Il était là, sur mon lit, comme s'il attendait quelque chose. Sa petite tête penchée et ses yeux noirs de plastique me fixaient. Une sensation de malaise m'envahit, comme si ce n'était plus juste un jouet. Sans hésiter, je l'ai pris et je l'ai jeté dans un sac avec tout le reste. Des vieux vêtements qu'il m'avait offerts, des souvenirs de vacances, et cet ours ridicule. Je suis descendu, le cœur lourd mais déterminé. Je me souviens d'avoir ouvert la poubelle avec un soupir de soulagement, comme si jeter cet objet allait enfin tirer un trait sur cette relation. Je l'ai vu disparaître au fond de la benne, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une sorte de libération. Ce chapitre de ma vie était enfin derrière moi, pensais-je. Quelques jours plus tard, tout semblait reprendre un semblant de normalité. Je m'efforçais de retrouver un rythme, de combler le vide laissé par son absence. Mais ce matin-là, quelque chose de terrifiant a bouleversé ce fragile équilibre. Je venais de sortir de la douche, encore enveloppé dans ma serviette, lorsque je l'ai vu. L'ours en peluche. Il était là, posé sur le canapé de mon salon. Mon cœur s'est arrêté. C'était impossible. J'étais certaine de l'avoir jeté, de l'avoir vu disparaître dans cette poubelle. Mon esprit essayait de rationaliser, de trouver une explication.
Peut-être l'avais-je sorti du sac sans m'en rendre compte, dans un moment d'égarement. Peut-être quelqu'un l'avait retrouvé et déposé là, comme une mauvaise blague. Mais qui aurait pu entrer chez moi? Mon appartement était fermé à clé et personne n'avait d'accès. Un frisson glacé parcourut mon dos. Je m'approchai lentement, presque à reculons. Le petit ours me regardait, ses yeux de plastique noir me semblant étrangement vides, mais pleins de quelque chose que je ne pouvais définir. Ce n'était plus un simple jouet. Il dégageait une présence, une énergie dérangeante que je n'avais jamais remarquée auparavant. Sans réfléchir, je l'ai attrapé et l'ai jeté à nouveau, cette fois dans le conteneur d'un immeuble voisin. Je voulais m'en débarrasser pour de bon, le plus loin possible de moi. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Mon esprit tournait en boucle, revisitant encore et encore l'image de ce maudit ours sur mon canapé. Il ne pouvait pas être revenu tout seul. Il y avait forcément une explication. Mais malgré mes tentatives pour me rassurer, une angoisse sourde s'insinuait en moi. Une partie de moi savait que ce n'était que le début. Les jours qui suivirent furent un véritable cauchemar. Chaque matin, l'angoisse me tordait l'estomac à l'idée de le voir réapparaître. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé l'ours assis sur ma table de chevet, juste à côté de mon lit. J'ai ressenti une panique incontrôlable m'envahir. Ce n'est plus possible que ce soit une coïncidence. Le simple fait de savoir qu'il était à nouveau dans mon espace, si près de moi, rendait l'air irrespirable. Cette fois, le jouet avait l'air différent, presque abîmé. Son pelage semblait plus terne, et je pouvais jurer que ses yeux de plastique étaient maintenant légèrement fissurés. Je l'ai pris, le cœur battant à tout rompre, et je l'ai balancé dans le vide ordure de l'immeuble. J'ai claqué la trappe, sentant une montée d'adrénaline me traverser. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Chaque fois que je pensais m'en être débarrassé, il revenait. Un matin, je l'ai retrouvé sur le siège passager de ma voiture, comme s'il m'attendait. Une autre fois, il était dans ma cuisine, posé contre la fenêtre. J'avais pris l'habitude de vérifier systématiquement toutes les pièces de mon appartement en rentrant chez moi, toujours avec une boule au ventre. Je n'en pouvais plus. Je commençais à entendre des bruits étranges la nuit, des murmures, des craquements que je ne pouvais pas identifier. Mon appartement, autrefois un refuge, était devenu un lieu oppressant, rempli de cette présence malsaine. Des ombres bougeaient à la limite de ma vision périphérique, et parfois j'avais l'impression que quelque chose m'observait. J'avais beau allumer toutes les lumières, rien n'y faisait. Je me sentais piégé. Mon sommeil devenait de plus en plus perturbé. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des images de lui, de mon ex, comme s'il était toujours là dans ma vie, à me tourmenter à travers ce maudit ours. La réalité se brouillait, et je ne savais plus à quoi me fier. Dans ma quête désespérée de réponses, j'ai décidé de consulter une voyante. Je l'avais entendu parler de ses capacités dans des cercles ésotériques, une femme réputée pour sa sensibilité aux énergies et aux objets maudits. En entrant dans son petit cabinet, j'ai été enveloppé par une odeur d'encens et une ambiance tamisée qui, au départ, me réconfortait. Mais au fond de moi, l'angoisse persistait. Elle m'a accueilli avec un regard perçant, comme si elle pouvait voir à travers moi. Après quelques échanges, je lui expliquai ma situation, les réapparitions incessantes de l'ours et les ombres qui me hantaient. Ses yeux se plissèrent, et elle acquiesça lentement, comme si tout cela était déjà écrit dans les lignes de ma main. Elle prit un moment de silence, puis commença à dresser un portrait de la situation. « Ce n'est pas un simple ours, dit-elle d'une voix grave. Il est envoûté. Ton ex l'a utilisé pour exercer un contrôle sur toi, même après la rupture. Il a insufflé une énergie malveillante dans cet objet pour maintenir sa présence dans ta vie. » À ces mots, un frisson d'horreur m'envahit. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La voyante continua, décrivant comment cet ours servait de canal pour sa volonté, que chaque réapparition était une tentative pour m'atteindre, pour me garder sous son emprise. Pour briser cette malédiction, ajouta-t-elle, tu devras effectuer un rituel dangereux. Il te faudra te confronter à ton ex, ou plutôt à l'ombre de lui qui vit à travers cet objet. Ce ne sera pas facile, et il te faudra du courage. Mon cœur battait la chamade.
Je savais que j'étais arrivé à un tournant. Si je voulais me libérer de cette horreur, je n'avais pas d'autre choix que d'affronter ce que j'avais tant tenté d'éviter. Mais une peur sourde se mêlait à ma détermination. J'étais prêt à me battre, mais à quel prix? Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une résolution nouvelle, mais aussi une peur paralysante. La voyante m'avait donné un mélange d'espoir et de terreur. Pour mettre fin à cette malédiction, je devais effectuer un rituel qui, selon elle, serait le seul moyen de me débarrasser définitivement de l'emprise de mon ex. Le rituel nécessitait des objets spécifiques, une bougie noire pour chasser les énergies négatives, du sel pour protéger mon espace, et une photo de mon ex que je devais affronter dans cet acte. Je savais que je ne pourrais pas me permettre d'échouer. Je passais la journée à rassembler tout ce dont j'avais besoin, une tension insupportable me rendant nerveuse. Quand la nuit tomba, j'ai allumé la bougie dans une pièce faiblement éclairée, le cœur battant la chamade. J'ai placé l'ours en peluche au centre d'un cercle de sel, comme la voyante me l'avait montré. Mon esprit était envahi par le souvenir de son regard, de ses mots, et je me concentrais sur ses pensées, prêchant le courage à ma voix intérieure. En respirant profondément, j'ai pris la photo de lui, m'apprêtant à prononcer les incantations qu'on m'avait dictées. Au moment où je commençais à réciter les paroles, une ombre bougea dans le coin de ma vision. Mes mains tremblèrent, mais je me forçai à continuer, déterminé à ne pas céder à la peur. Soudain, le vent s'est levé et la lumière de la bougie vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs. J'entendis un murmure, un chuchotement glacé, semblable à celui de mon ex. « Tu ne peux pas te débarrasser de moi », semblait-il dire, sa voix résonnant dans ma tête. C'est alors que l'ours en peluche se mit à trembler, comme s'il était vivant. Des frissons parcouraient mon corps, mais je ne pouvais pas reculer. Je devais terminer le rituel. À cet instant, je me suis levé et j'ai crié, affirmant que je reprenais le contrôle sur ma vie. Un bruit sourd résonna et les murs semblaient vibrer. Les ombres autour de moi s'épaississaient et je pouvais voir une silhouette sombre se dessiner à l'arrière-plan, le visage de mon ex se révélant lentement dans cette obscurité. Je comprenais maintenant que j'étais face à son véritable visage, à son côté maléfique. Dans un élan de désespoir, je pris l'ours et le jetai dans la flamme de la bougie. Au moment où il entra en contact avec le feu, une lumière éclatante inonda la pièce. Un cri strident retentit, mélange de colère et de désespoir, tandis que les ombres s'enroulaient autour de moi comme des serpents. Je sentis une force me pousser en arrière, mais je tenais bon. Alors que l'ours se consumait, la silhouette sombre s'est mise à se dissiper, et je pouvais sentir les liens se rompre. Le cri se transforma en un souffle, et tout devint soudainement calme. Les ombres s'évanouirent, emportant avec elles les derniers vestiges de son emprise sur moi. Essoufflée et tremblante, je savais que j'avais enfin repris le contrôle. Cependant, au fond de moi, une inquiétude persistait. Cette expérience m'avait marqué à jamais. J'avais réussi à me libérer, mais la peur de ce qui pourrait encore se cacher dans l'ombre ne me quitterait jamais complètement. J'avais pris la décision. Après des mois de disputes, de comportements possessifs et de paroles étouffantes, j'avais enfin rompu avec lui. Au début, je pensais que tout s'arrangerait, qu'il finirait par accepter, mais je me trompais. Ce qui avait commencé comme des messages interminables et des appels à toute heure du jour et de la nuit s'était transformé en quelque chose de plus insidieux. Il me suivait, partout. Un matin, en sortant du café où j'avais l'habitude d'aller après le travail, je l'ai vu. Il était là, accoudé à un mur de l'autre côté de la rue, me fixant sans bouger. Mon cœur s'est serré, mais j'ai continué à marcher, feignant l'indifférence. Chaque jour, il trouvait un moyen de se montrer. Parfois, je le croisais par hasard dans des endroits où je savais qu'il n'aurait jamais dû être. D'autres fois, je sentais simplement une présence invisible, mais oppressante, comme si son ombre me suivait où que j'aille. Je commençais à perdre le sommeil, à douter de mes propres pensées. Était-il réellement là, ou étais-je simplement devenu paranoïaque? Il avait ce pouvoir sur moi, même en étant absent, il me hantait. Ses messages devenaient plus sombres, plus menaçants. Il me disait que personne ne m'aimerait comme lui, que je ne pourrais jamais vraiment lui échapper. Mais ce n'était pas tout. J'avais cette étrange sensation chez moi.
Comme si, même dans mon propre espace, je n'étais pas seul. J'entendais parfois des bruits étranges, des craquements dans le plancher, des soupirs presque imperceptibles. Peut-être que c'était juste dans ma tête. Mais peut-être pas. Les jours passaient, et je m'efforçais de reprendre une vie normale, bien que chaque instant soit marqué par cette angoisse latente. Il continuait à m'envoyer des messages, mais j'avais appris à les ignorer. J'essayais de me convaincre que cela finirait par s'arrêter. Mais c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Une nuit, après une longue journée de travail, je me préparais à me coucher. En entrant dans la salle de bain, je me suis arrêté net. Dans le miroir, derrière moi, une ombre. Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé plus attentivement, le cœur battant à tout rompre. Il n'y avait personne dans la pièce, mais cette silhouette, elle ressemblait à lui. Je me suis retourné brusquement, mais la salle de bain était vide. Rien. Je me suis approché du miroir, tentant de me rassurer. C'est le stress, me disais-je. Je passais la main sur mon visage, observant mon propre reflet, mais cette sensation de froid dans le dos ne me quittait pas. Les jours suivants, cette ombre est revenue. Toujours dans le miroir, jamais ailleurs. Elle n'était pas nette, floue, comme un reflet déformé, mais il est impossible de ne pas reconnaître sa silhouette. C'était lui, j'en étais sûr. La première fois, j'avais pensé que mon esprit me jouait des tours, mais maintenant, cela arrivait trop souvent. Chaque fois que je me regardais, même pour un instant, cette forme apparaissait. La panique commençait à m'envahir. Je me suis mise à éviter les miroirs, couvrant ceux de la maison avec des draps. Mais même dans les reflets des fenêtres ou de l'écran de mon téléphone, je voyais cette ombre familière. Je savais qu'il n'était pas physiquement là. Il n'avait pas réussi à entrer chez moi. Mais comment expliquer cela? Je n'osais en parler à personne, de peur que l'on me prenne pour une folle. Je me sentais piégé, comme si quelque chose de plus sinistre se jouait, quelque chose qui dépassait la simple obsession d'un homme rejeté. C'était comme si son essence même était restée accrochée à moi, me suivant partout, même à travers les surfaces réfléchissantes. À mesure que les jours passaient, l'ombre devenait plus claire, plus menaçante. Chaque fois que je m'aventurais à regarder un reflet, elle était là, plus proche qu'avant. Ce n'était plus un simple contour flou, mais une silhouette précise, bien trop reconnaissable. Il se tenait derrière moi, les bras tendus, comme s'il essayait de m'atteindre. Le plus terrifiant, c'était son regard, ce même regard obsédant que j'avais vu des centaines de fois lorsqu'il me suivait. Mais cette fois, il était dans le miroir, et pourtant si réel. Je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. La nuit, je dormais à peine, redoutant le moment où je devrais de nouveau affronter mon propre reflet. J'avais essayé de couvrir tous les miroirs de la maison, mais peu importe où je me trouvais, il y avait toujours quelque chose pour refléter cette silhouette. Une fenêtre, l'écran de mon téléphone, une surface polie. Il était toujours là, et il se rapprochait. Je sentais que mon esprit commençait à céder sous la pression. Ce n'était plus simplement de la peur, c'était une certitude grandissante que quelque chose d'inexplicable se produisait. Un soir, en désespoir de cause, j'ai appelé une amie pour lui parler de ces étranges visions. Elle m'a dit que c'était sûrement le stress, que je devais prendre du recul, mais je savais que ce n'était pas simplement dans ma tête. Il y avait quelque chose de plus. Puis, un soir, tout bascula. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, fixant cette silhouette dans mon dos. Elle était si proche maintenant que je pouvais presque sentir sa présence derrière moi. Mon cœur battait à tout rompre. Et puis, ça s'est produit. Avant même que je puisse réagir, la main de l'ombre s'est tendue à travers le miroir, frôlant mon épaule. Je l'ai senti. Un contact glacial, réel, comme si elle avait brisé la frontière entre son monde et le mien. Mon corps entier s'est figé de terreur. J'ai poussé un cri, mais le noir est venu si vite. La dernière chose dont je me souviens, c'est ce frisson glacial qui parcourait ma peau, avant que tout ne devienne sombre. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Les lumières blanches au-dessus de moi m'aveuglant momentanément. Mon corps était lourd, comme si je venais de sortir d'un long cauchemar. Je pouvais entendre des voix au loin, mais tout semblait flou, irréel. Mon esprit tentait de recoller les morceaux, de comprendre ce qui s'était passé. Comment avais-je atterri ici? Où étais-je?
La panique monta en moi, mais mes muscles semblaient trop fatigués pour réagir. Une infirmière est entrée dans la chambre, souriante. Mais son expression changea lorsqu'elle vit mon état de confusion. Elle m'a expliqué doucement que j'avais été retrouvée inconsciente chez moi, après que mes voisins aient entendu un cri. Ils avaient appelé les secours, et c'est ainsi que j'avais été transporté ici. Pendant qu'elle parlait, je ne pouvais m'empêcher de me demander. Et lui? Où était-il? Cette main froide, ce contact glacé, était-ce réel? Quelques minutes plus tard, un policier est entré dans la pièce. Il me dit qu'ils avaient arrêté mon ex la nuit précédente. Il avait tenté de forcer la porte de ma maison, mais avait été surpris par la police, qu'il avait finalement appréhendé. J'aurais dû me sentir soulagé. Il était enfin arrêté, loin de moi, incapable de me nuire. Mais quelque chose n'allait pas. Je pouvais encore sentir sa présence. Même ici, dans cette chambre d'hôpital, loin de ma maison, loin de mes miroirs, une sensation étrange ne me quittait pas. Je n'osais pas demander au policier si quelqu'un avait vu autre chose chez moi, si quelqu'un avait remarqué cette ombre que j'avais vue si clairement avant de m'évanouir. C'était ridicule, et pourtant, tout en moi criait que ce n'était pas fini. La nuit tombait quand je demandais à aller aux toilettes. Alors que je me lavais les mains, j'ai levé les yeux par réflexe vers le miroir. Mon cœur s'est arrêté. Là, dans le reflet, juste derrière moi, il était encore là, plus proche que jamais. Les jours suivants à l'hôpital furent un tourbillon de peur et de confusion. Mon ex était derrière les barreaux, et pourtant, je ne me sentais toujours pas en sécurité. Chaque fois que je passais devant un miroir ou un reflet, il était là, cette silhouette sombre, immobile mais présente, comme un fantôme qui refusait de partir. J'en étais convaincu. Il n'était pas seulement dans ma tête. Son obsession s'était manifestée d'une manière que je ne pouvais plus expliquer rationnellement. Le personnel médical, ainsi que mes proches, pensaient que tout cela n'était qu'une conséquence du traumatisme, que mon esprit me jouait des tours après des mois de harcèlement. Mais je savais que ce n'était pas seulement ça. J'avais ressenti son contact, ce froid glacial qui m'avait paralysé avant de m'évanouir. Et chaque jour, je sentais cette même présence, toujours plus oppressante. Une nuit, alors que tout semblait étrangement calme, j'ai pris une décision désespérée. J'ai demandé un petit miroir à l'infirmière. Je devais savoir. Quand elle me l'a donné, mes mains tremblaient. Je l'ai tenu devant moi, respirant profondément avant d'oser regarder. Là, dans le reflet, il était à nouveau là. Mais cette fois, son visage était clairement visible. Ses yeux, ces mêmes yeux, emplis de haine et d'obsession, me fixaient. Mais quelque chose avait changé. L'ombre souriait. Un sourire déformé, grotesque, comme s'il savait quelque chose que je ne comprenais pas encore. Mon cœur battait à tout rompre, et une terreur indescriptible s'empara de moi. J'ai lâché le miroir, le laissant se fracasser au sol. Malgré son arrestation, malgré la distance qui nous séparait, il m'avait suivi, d'une manière que je ne pouvais expliquer. Son esprit, ou peut-être quelque chose de pire, avait trouvé un moyen de rester près de moi. Et même si les autres ne pouvaient pas le voir, je savais qu'il était toujours là, dans les reflets, me guettant, attendant. Je suis sorti de l'hôpital quelques jours plus tard, mais la sensation ne m'a jamais quitté. Je couvre désormais tous les miroirs de ma maison. Je ne m'approche plus des vitrines ni des fenêtres, par peur de le voir à nouveau. Mais au fond de moi, je sais qu'il est toujours là, quelque part dans l'ombre, prêt à m'atteindre. Lorsque j'ai enfin décidé de quitter la ville, c'était pour mettre le passé derrière moi. Mon ex et moi, ça n'avait pas été une rupture facile. Il m'avait laissé cette maison de campagne, un dernier cadeau comme il disait, et au début je ne savais pas si je devais accepter. Mais l'idée de m'isoler, de partir loin de tout, loin de lui, me semblait la meilleure chose à faire. C'était un coin tranquille, perdu au milieu de nulle part, entouré par des arbres et des champs à perte de vue. Rien que le silence et la nature. C'est exactement ce dont j'avais besoin. En arrivant, la première chose que j'ai ressentie, c'était un immense soulagement. La maison était ancienne, mais elle avait un charme particulier, avec ses poutres en bois et ses grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Je me souviens de la sensation apaisante en posant mes affaires dans la chambre principale. Le lit était encore fait, comme s'il m'attendait depuis tout ce temps. J'avais enfin l'impression d'avoir un espace à moi,
un endroit où je pourrais me retrouver. Les premiers jours, je profitais du calme, je passais du temps à lire sur la terrasse, à écouter le vent dans les feuilles. C'était presque trop parfait. Mais quelque chose me dérangeait. Une petite sensation que je ne pouvais pas expliquer. Peut-être que c'était le fait que cette maison venait de lui. Une partie de moi se demandait pourquoi il m'avait laissé ça. Est-ce que c'était vraiment une façon de tourner la page, ou y avait-il quelque chose de plus sombre derrière ce geste? Je m'efforçais d'ignorer cette pensée, de me convaincre que tout allait bien. Pourtant, à chaque nuit qui tombait, l'idée que cet endroit appartenait à quelqu'un d'autre avant moi me troublait. Il avait vécu ici, respiré ici, pensé ici. Plus j'y pensais, plus la maison me semblait lourde, comme si elle cachait quelque chose que je ne comprenais pas encore. C'était un matin comme les autres, ou du moins je le pensais. Je nettoyais la salle de séjour, un peu distraite, quand mon pied buta contre quelque chose sous l'étagère. Curieuse, je me penchai et vis un petit objet noir, à peine visible entre deux livres. Je l'attrapai et réalisai, horrifié, qu'il s'agissait d'une caméra. Mon cœur s'arrêta un instant. Une caméra? Ici, dans ma maison? Mon esprit commença à tourner à toute vitesse. Je la retournai dans mes mains, cherchant une explication logique. Peut-être qu'elle avait été oubliée par le précédent propriétaire. Mais quelque chose n'allait pas. La caméra était récente, propre, comme si elle avait été placée là il n'y a pas si longtemps. La panique monta en moi. Je me précipitais dans chaque pièce, scrutant les coins, les recoins, les endroits discrets. Et là, dans ma chambre, à côté du miroir, je trouvais une deuxième caméra. Le même modèle, dissimulé derrière un cadre, parfaitement orienté vers mon lit. Je commençais à trembler, une sueur froide coulant le long de ma colonne vertébrale. Il y en avait dans la salle de bain, cachée derrière une plante, et dans la cuisine, juste au-dessus des armoires. Il m'observait. Depuis combien de temps, depuis quand ces caméras étaient-elles là? Mon ex, c'était forcément lui. Il devait surveiller chacun de mes mouvements, même avant notre rupture. Il savait ce que je faisais, quand je dormais, quand je prenais une douche. Je me sentais violé, exposé. Une terreur sourde s'installa en moi. Il avait toujours cette emprise sur ma vie, même ici, dans cet endroit que je pensais être mon refuge. À partir de ce moment, je ne pouvais plus me détendre. Chaque pièce de la maison me semblait étrangère, hostile, comme si elle ne m'appartenait plus. La sensation d'être observé en permanence devint insupportable. Même après avoir débranché les caméras, une question restait dans ma tête. Et si je n'avais pas toutes trouvées? Et s'il y en avait d'autres, encore mieux cachées? La nuit, je n'arrivais plus à dormir. Chaque petit bruit, chaque craquement du bois me faisait sursauter. J'avais l'impression qu'il pouvait être là, quelque part, à me regarder, peut-être même à attendre le moment idéal pour venir. Je me réveillais en sueur, le cœur battant à tout rompre, persuadé d'avoir entendu un pas à l'étage ou une porte qui se fermait doucement. Mais à chaque fois que je me levais pour vérifier, je ne trouvais rien. Le pire, c'était ces moments de silence total. Je me retrouvais à fixer les murs, à scruter chaque recoin de la maison, comme si le danger pouvait surgir à tout instant. Je n'étais plus seul dans cet endroit. Même lorsque je ne le voyais pas, sa présence pesait sur mes épaules, m'étouffait. Il m'avait transformé en prisonnière de cette maison, de mon propre esprit. Mes pensées devenaient de plus en plus obsessionnelles. Et s'il était tout près, juste à l'extérieur, à m'observer depuis les bois? Ou pire, déjà à l'intérieur, caché quelque part, attendant que je baisse ma garde? Chaque jour, je luttais pour ne pas sombrer dans la panique totale, mais la paranoïa s'installait. Le moindre bruit me glaçait le sang, et je n'arrivais plus à distinguer ce qui était réel de ce que mon esprit créait. Je savais qu'il n'avait pas terminé avec moi. Un soir, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, je décidai de monter dans le grenier. Cela faisait quelques jours que je ne l'avais pas fait, et l'idée de découvrir un nouvel espace me semblait réconfortante. Je dévalai l'escalier en bois, le bruit de mes pas se mêlant au coup de tonnerre. La porte du grenier était fermée, mais étrangement, elle ne semblait pas verrouillée. Je la poussai et elle s'ouvrit lentement, émettant un grincement sinistre. À l'intérieur, la lumière vacillante de ma lampe de poche révélait des cartons poussiéreux et des meubles recouverts de draps.
Je pris une grande inspiration et commençai à fouiller parmi les vieilles affaires, espérant trouver quelque chose d'innocent, quelque chose qui me distraire. Puis, dans un coin sombre, j'aperçus un petit bureau, presque caché. En m'approchant, je remarquai un livre ouvert, un journal en fait. Le cœur battant, je l'ouvris, et ce que je lus me fit frémir. C'étaient des notes, des pensées gribouillées, des dessins étranges. Chaque page était remplie de détails sur ma vie, mes habitudes, mes amis. Mon ex avait méticuleusement noté tout ce que je faisais, les gens que je croisais, même mes horaires de travail. Plus je lisais, plus l'angoisse s'emparait de moi. À la fin du journal, il y avait des plans pour nous. Il écrivait sur des façons de me ramener à lui, des idées sur comment s'assurer que je ne pouvais pas me sauver. Ces mots étaient d'une clarté troublante. Il se voyait déjà m'attirer, me convainc que tout allait bien, que notre séparation n'avait jamais dû avoir lieu. Les dernières pages étaient les plus inquiétantes. J'y découvris une date, celle d'un rendez-vous qu'il avait prévu. Un moment où il pensait que je serais vulnérable. Il voulait me retrouver, même si cela signifiait me forcer à revenir dans ses bras. La terreur monta en moi, me paralysant. Je comprenais enfin l'ampleur de son obsession. Il ne s'était pas contenté de me surveiller. Il avait planifié chaque détail, chaque mouvement. Je refermais le journal en tremblant, réalisant que je ne pouvais pas rester une seconde de plus dans cette maison. Je devais fuir, mais à cette pensée, un bruit sourd retentit derrière moi. La porte du grenier claqua violemment, comme si quelqu'un avait tenté de l'ouvrir. Mon cœur s'emballa. Le souffle court, je me précipitai vers la porte, mais elle était bloquée. Je tirais de toutes mes forces, mais rien n'y faisait. La panique me paralysait alors que je savais, au fond de moi, que je n'étais pas seul. J'entendis des bruits de pas se rapprocher, résonnant sur les vieilles marches du grenier. Mon esprit criait de trouver une issue, mais tout semblait condamné. Je me tournai, cherchant un endroit où me cacher, mais le grenier n'offrait que des ombres. Mon regard se posa sur un vieux coffre recouvert de poussière. Je me glissai derrière, espérant que cela suffirait à me dissimuler. Le bruit des pas devint de plus en plus distinct, et j'entendis une voix familière murmurer mon nom. C'était lui. « Où es-tu, mon amour ?» La voix était douce, presque rassurante, mais je savais qu'elle cachait une menace. J'entendis les pas s'arrêter juste devant la porte. J'étais figé, chaque muscle de mon corps tendu, m'efforçant de rester silencieuse. Mais l'adrénaline pulsait dans mes veines, rendant chaque battement de cœur assourdissant. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas, et il apparut, son visage illuminé par la lumière de ma lampe de poche. Ses yeux brillaient d'une excitation démente. « Je sais que tu es ici. Ne sois pas effrayé, je suis là pour nous sauver. » Je retins mon souffle, luttant contre l'envie de crier. Il fouilla le grenier, ignorant ma présence derrière le coffre. Chaque seconde semblait une éternité. J'attendis, immobile, le cœur battant à tout rompre, observant son visage se déformer par l'angoisse. Il ne comprenait pas que j'avais découvert ses plans. À cet instant, j'ai su que je ne pouvais plus rester caché. L'instinct de survie l'emportait sur la peur. Je me glissais doucement hors de ma cachette, tentant de m'éloigner sans faire de bruit. Mais le bois grinça sous mon poids, et il tourna brusquement la tête vers moi. « Tu pensais vraiment pouvoir fuir ?» lança-t-il avec un ricanement. Dans un élan de désespoir, je me jetai vers la porte, poussant de toutes mes forces, alors qu'il se précipitait après moi, mais il était trop tard. La porte claqua derrière moi, et je dévalai les escaliers à toute vitesse, sachant que ma seule chance de survie était de quitter cette maison maudite avant qu'il ne m'attrape. Je courus vers la sortie, la peur et l'adrénaline me guidant, sans jamais me retourner. La maison résonnait de ses cris, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais fuir. Je savais que je ne pourrais jamais revenir ici, que cette expérience me hanterait à jamais. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.